Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Sandrine Elie, je suis ergothérapeute. Moi, c'est Marie-Ève Lacache, je suis physiothérapeute. Donc aujourd'hui, on vient vous parler en fait de la COVID longue, plus particulièrement des interventions en réadaptation. Donc, un peu de présentation pour commencer, en fait, qui est IsoSanté? Les cliniques d'IsoSanté sont des cliniques interdisciplinaires de réadaptation fonctionnelle et au travail qui offrent des services d'ergothérapie, de kinésiologie et de physiothérapie et aussi de la psychologie, en fait. Qui vont aller servir en fait tout type d'incapacité menant à des situations d'handicap au quotidien. Donc, les intervenants d'IsoSanté, nous, avons reçu une formation de l'équipe de recherche de l'Université de Sherbrooke dans le but d'intervenir auprès des clients qui sont aux prises avec les symptômes persistants de la COVID-19. Donc, juste à titre informatif, toutes les informations qui sont communiquées dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui sont basées sur la littérature et ont été approuvées en fait par l'équipe de recherche de l'Université de Sherbrooke qui a mené le projet sur la réadaptation auprès des patients atteints de la COVID longue. Puis ce qui est important aussi de retenir en fait, c'est que justement les données probantes sont émergentes et en fait, ce qu'on a comme information, c'est que ça se modifie en fait d'un mois, d'une semaine, voire même d'une journée à l'autre. Donc, c'est super important de se tenir à jour puis de faire preuve d'une capacité d'adaptation. Donc, commençons. La COVID longue, c'est quoi? C'est en fait la présence de signes et symptômes qui sont développés pendant ou après une infection à la COVID-19 et qui vont persister pour 4 semaines ou plus. Donc, dès qu'on a quelqu'un qui a des symptômes persistants de la COVID-19 après 4 semaines, on parle de COVID longue. Et ça inclut aussi ce qu'on appelle le COVID-19 post-aigu, qui réfère à 4 à 12 semaines de symptômes persistants à la suite de la contraction de la COVID-19 et aussi ce qu'on appelle le syndrome post-COVID qui se réfère à 12 semaines et plus après la contraction de la COVID-19. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce n'est pas uniquement les cas les plus graves qui ont été hospitalisés et qui ont eu beaucoup de symptômes qui vont avoir la COVID-19. Il peut y avoir aussi des gens qui ont eu pratiquement pas de symptômes qui vont ensuite développer des symptômes qui vont référer à la COVID longue. Donc, super important de se rappeler de ça. Donc, c'est quoi ces fameux symptômes-là qui sont rapportés? En fait, les principaux qui sont rapportés par cette clientèle-là. On parle d'abord et avant tout de malaise post-effort. Donc, on parle de jusqu'à 75% des gens qui ont la COVID longue qui vont rapporter un malaise post-effort. On va vous parler un petit peu plus tard de à quoi fait référence le malaise post-effort. Ensuite, on va parler aussi de fatigue accablante. Puis là, ce qui est super important de retenir, c'est vraiment le accablante. On parle d'une fatigue qui est écrasante, qui est incapacitante, qui n'est pas normale. Donc, on ne parle pas d'une fatigue, par exemple, d'un professionnel de la santé qui travaille au public puis qui est fatigué de travailler dans un contexte de pandémie, qui peut être en fait une fatigue normale. On parle vraiment d'une fatigue qui est disproportionnelle par rapport à ce qu'une personne peut faire dans une journée. Ensuite, on va parler de douleurs musculaires et de courbatures. On a aussi des symptômes respiratoires qui peuvent prendre différentes formes, soit de dyspnée, d'essoufflement, le souffle court. On a aussi des gens qui vont désaturer. Donc, ça peut prendre différentes formes. Ensuite, on parle de troubles de concentration et ou de mémoire. Et les gens vont souvent parler aussi de brouillard cognitif. Donc, ils vont rapporter en fait sentir qu'ils sont moins vigilants, qu'ils sont plus lents à réagir aux différents stimuli de leur environnement. Ensuite, on parle d'incapacité à s'activer ou à faire de l'exercice, suivi des maux de tête, troubles de sommeil. On a aussi l'anxiété, la dépression et parfois même des symptômes de stress post-traumatique. Donc, ça aussi, super important à retenir. Il y a une composante santé mentale aussi à la COVID longue qui peut aussi être associée au fait que c'est une maladie qui est nouvelle, qui est méconnue. Comme je disais tantôt, les données sont hyper émergentes, ça change d'une journée à l'autre. On n'a pas le contrôle là-dessus, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et autre chose aussi, c'est que dans l'entourage, des gens qui sont atteints de la COVID longue, les personnes ne connaissent pas non plus cette maladie-là. C'est difficile de se faire comprendre, puis que l'entourage, en fait, comprenne qu'est-ce qui fait que la personne, justement, est fatiguée comme ça alors qu'elle n'a pas fait grand-chose dans sa journée. Donc ça ajoute aussi à la charge psychologique, à ce qui est difficile pour eux d'accepter dans la maladie. Donc, on a aussi plusieurs autres symptômes. Je vais juste vous énumérer quelques-uns là, qui peuvent être rapportés par nos clients. Donc, on peut parler d'anosmie, d'agueusie, d'étourdissement. On a aussi des douleurs thoraciques des fois, des palpitations cardiaques, de la diarrhée, des sueurs nocturnes, de la tachycardie, de la perte de cheveux,
la vision brouillée. Bref, il y en a vraiment plusieurs. Puis pourquoi on a autant de symptômes qui sont variés comme ça, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une atteinte qui est vraiment multisystémique. Donc, on parle d'une maladie qui touche à plusieurs systèmes. C'est pourquoi on a autant de symptômes qui sont variés comme ça. Donc, important à retenir aussi. Parlons maintenant de statistiques. Donc, on parle d'un estimé conservateur de 10% des personnes qui ont contracté la COVID qui vont avoir des symptômes persistants après 12 semaines. Et donc, ce qu'on dit, c'est que 10% des gens qui ont eu la COVID vont avoir la COVID longue. Donc, ça fait beaucoup de gens, effectivement. Ensuite, on parle de 50% des personnes qui ont la COVID longue, qui vont guérir naturellement de celle-ci entre la 4e et la 12e semaine en suivant le plan de traitement recommandé dont Maria va vous parler un petit peu plus tard. On a 30 à 50% des personnes qui ont la COVID longue qui sont appelées à développer l'encéphalomyélite myalgique, communément appelée EM. Qu'est-ce que l'EM, en fait? C'est ce qu'on appelle communément le syndrome de fatigue chronique, qui est une maladie sévère, encore une fois, multisystémique, qui est caractérisée par un symptôme prédominant qu'on appelle le malaise post-effort. Donc, on voit vraiment les ressemblances entre les deux. Puis, comme je vous dis, on va vous définir le malaise post-effort juste après. Autre statistique, 75% des cas de COVID longue vivent des malaises post-effort après 6 mois. Donc, tantôt, on disait qu'il y avait 75% des gens qui avaient la COVID longue, mais ça se maintient jusqu'après 6 mois aussi. Donc, ça peut durer très longtemps. On a aussi près de 25% des patients qui ne sont pas encore retournés au travail 6 mois après le diagnostic. Donc, effectivement, il y a encore des malaises post-effort et une fatigue accablante. C'est très difficile pour eux de penser à reprendre le travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de se réactiver suite à la COVID longue et qui étaient préalablement actifs avant d'avoir été infectés à la COVID-19. Puis, dans le fond, ce qu'ils ont remarqué, c'est que l'activation physique, ça empirait leurs conditions. Pourquoi? C'est un peu ce que Sandrine vous disait. Donc, c'est le malaise post-effort qui peut expliquer cette aggravation de symptômes-là. Puis, dans le fond, c'est ce qui caractérise le plus la COVID longue au niveau des symptômes. Donc, c'est quoi le malaise post-effort? Dans le fond, c'est une augmentation des symptômes que la personne a, notamment au niveau de la fatigue qui devient accablante, écrasante, qui va être vraiment démesurée par rapport à l'effort qui va avoir été fait. Puis, dans le fond, ça peut aussi être une apparition de nouveaux symptômes qui peut survenir après un effort, soit physique, cognitif ou même émotif. Donc, n'importe quel effort, ça peut être quelqu'un qui vide le lave-vaisselle puis qui va être en crash qu'on va appeler de symptômes pendant quelques jours, voire quelques semaines, tout dépendant de sa récupération. Le malaise post-effort arrive souvent à retardement, donc il peut arriver entre 14 heures, 72 heures ou 24-72 heures selon les ressources. Puis, dans le fond, ça rend notre travail un peu plus difficile à identifier les éléments déclencheurs du malaise post-effort. À force d'avoir des malaises post-effort, dans le fond, on va appeler ça un cycle de malaise post-effort. Plus les cycles se répètent, plus ils vont être fréquents avec un moindre effort et ils vont durer de plus en plus longtemps jusqu'à mener à un état chronique de la situation qui est l'encéphalomyélite myalgique, comme Sandrine vous a appelé, ou le syndrome de fatigue chronique. Donc, voilà pourquoi dans la réadaptation, c'est primordial d'éviter les malaises post-effort à tout prix parce qu'on ne veut pas se rendre à un état chronique. Pour se rappeler un petit peu c'est quoi la COVID longue ou la réadaptation, on a le truc mnémotechnique qui est le mot valser pour se rappeler de la COVID longue. Donc, le V va servir à variable. Donc, les symptômes sont très variables d'une personne à l'autre et peuvent être même variables d'une journée à l'autre pour la même personne. Ce qui fait que dans la réadaptation, il va falloir adapter nos suivis, individualiser nos plans de traitement puisque ce qui fonctionne avec un ne fonctionnera pas avec l'autre. Le A pour à retardement, comme j'ai dit, ça peut survenir en 14-72 heures, ce qui rend le travail un peu plus difficile. Le L est pour long, donc c'est pas pour rien que la COVID longue s'appelle comme ça, c'est que tout est très lent. On a peu d'informations pour le moment sur l'évolution à long terme de la COVID longue. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de la 12e semaine après l'infection, la récupération devient de plus en plus lente avec le temps. Le S tient pour symptômes invisibles, donc c'est très intrinsèque.
Autre que quelques petits signes qu'on peut voir, yeux petits, regard fixe, la fatigue, c'est intrinsèque. Donc, on ne le voit pas, la personne a l'air en santé, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est fonctionnelle. Donc, ça peut apporter certaines difficultés à se faire comprendre par son entourage, par l'employeur ou même au niveau des assureurs. Le E tient pour effort à doser. Donc, c'est très important de ne pas pousser, de ne pas dépasser les limites. On veut vraiment doser, fragmenter le plus possible les efforts. Et le R tient pour repos, qui est l'élément clé de la récupération. On ne veut pas reprendre trop vite les activités pour ne pas créer des malaises post-effort et mener à l'état chronique. Tout ça, ça nous amène à un nouveau paradigme de soins qu'on n'est pas habitué d'avoir. Donc, habituellement, on est habitué d'avoir une approche où on va réactiver les gens, tranquillement plus vite se rendre près de la limite pour bonifier les gains. Mais dans les cas de COVID longue, c'est à proscrire. On veut vraiment éviter le plus possible de se rendre à cette limite-là. On ne veut pas déclencher les symptômes pour éviter les malaises post-effort et les trucs chroniques. Donc, notre nouveau paradigme de soins, ça va vraiment nécessiter beaucoup d'ajustements de la part de l'équipe traitante, de la part de l'employeur aussi, puisque le retour au travail va être très long, mais aussi de la part des assureurs au niveau de leur attente. Donc, il faut tout s'adapter avec cette nouvelle réalité. On va servir du stop, rest, pace pour baser nos interventions. Donc, le stop pour on arrête de repousser les limites, on arrête d'aller déclencher les symptômes le plus possible. Le rest pour le repos, comme je vous ai dit, c'est l'élément clé. On ne déclenche pas les symptômes pour ne pas aller en malaise post-effort et on se repose pour bien récupérer. Et le pace vient avec le dosage au niveau de la reprise des activités quotidiennes qui va être très, très lente. On va fragmenter les tâches, pas faire les tâches au complet. On y va vraiment très, très lentement le plus possible. Et c'est la même chose pour le retour au travail. Plus spécifiquement au niveau de la physiothérapie, le gros du travail, c'est de l'éducation sur la pathologie, donc c'est quoi la COVID longue, mais aussi sur la gestion des limites. Donc, on veut vraiment, à tout prix, je le répète encore une fois parce que c'est ultra important, on veut éviter les malaises post-effort. Vraiment, vraiment éviter, c'est le plus important. On va aussi faire beaucoup d'enseignements, d'exercices, de techniques respiratoires pour l'essoufflement, qu'on sait que c'est une autre partie qui est quand même très importante dans la COVID longue. Puis ensuite, ça peut être des exercices spécifiques selon les problématiques qui vont être observées. Comme Sandrine vous disait tantôt, ça peut toucher tous les systèmes. Donc, ça peut être de la douleur, ça peut être des troubles d'équilibre, ça peut être des troubles au niveau vertige et étourdissement, ça peut être des manques de mobilité, ça peut être un peu n'importe quoi. Fait que les exercices vont être très spécifiques selon les problématiques qui vont être trouvées à l'évaluation en physiothérapie. Donc, c'est pour ça que quand je vous disais que c'est très individualisé, c'est entre autres à cause des atteintes qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Et le quatrième point, ça peut être au niveau visuel, équilibre et au niveau neurologique, parce qu'on sait que la COVID-19 peut aussi atteindre le système nerveux. Donc, les interventions vont être basées sur ces problématiques. Pour les interventions plus spécifiques en ergothérapie, donc un peu comme la physiothérapie, on va passer beaucoup par l'éducation. Pourquoi? Parce que, comme Marie-Ève le disait, habituellement, il va plus dans l'action. On va aller faire des programmes d'activité, on va simuler des tâches de travail, par exemple. Là, on veut éviter d'aller rechercher à la limite, comme Marie-Ève le disait. Donc, on n'est pas dans l'activité, on n'est pas dans les programmes qui simulent les tâches de travail, on est vraiment dans l'éducation parce qu'on veut que nos clients comprennent également à quel point c'est important d'éviter les malaises post-effort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en passant par l'éducation? On va regarder avec eux justement les principes de gestion d'énergie. Donc, on va utiliser très souvent ce qu'on appelle un journal de bord. Donc, c'est vraiment un horaire occupationnel d'une semaine qui nous permet d'aller documenter en fait qu'est-ce que la personne va faire dans sa semaine. Puis, étant donné que les malaises post-effort sont parfois difficiles à aller analyser ou à aller déterminer en fait qu'est-ce qui a causé le malaise post-effort en raison du retardement, là, comme Marie-Ève l'expliquait tout à l'heure, le journal de bord va nous permettre justement d'aller cibler peut-être ces activités-là qui viennent causer les malaises post-effort. Donc ça nous permet de bien analyser le rendement occupationnel de la personne, l'horaire occupationnel de la personne, puis de voir où sont les problématiques et comment les éviter le plus possible, tout en s'assurant que la personne a quand même des activités signifiantes dans son horaire qui lui permet quand même de garder une humeur somme toute positive, de ne pas avoir trop d'anxiété non plus, de ne pas être trop démoralisé, donc d'aller cibler certaines petites activités qui ne sont pas trop énergivores, donc pour ne pas se rendre à la limite de leur capacité, mais qui procurent quand même du plaisir et du bien-être.
Donc, on va aller regarder ça avec nos clients. Ensuite, on va aller s'assurer aussi du respect des limites. Donc, comme Marie-Ève le parlait tout à l'heure, d'aller utiliser différentes stratégies comme de fractionner les tâches, de diminuer les exigences des tâches selon différentes composantes des activités. Donc, vraiment d'aller regarder avec eux comment on fait pour respecter nos limites. Puis, ce qui est intéressant aussi avec la clientèle qu'on voit présentement ici en clinique, c'est que c'est souvent un même portrait. Ce sont souvent des professionnels de la santé qui ont contracté la COVID et qui ont la COVID longue. Ce sont des gens qui étaient à 110%, qui travaillaient de longues heures, qui étaient des athlètes, qui aimaient bouger, qui repoussaient tout le temps les limites. Bref, donc pour eux, c'est excessivement difficile de dire je ne fais plus rien, je me repose, je m'arrête, je dose mes activités, alors que c'est complètement à l'encontre de ce qu'ils faisaient dans leur vie antérieure ou pré-COVID-19, si on veut. Donc, de vraiment les accompagner là-dedans, puis de les accompagner aussi dans l'acceptation de la maladie, de comprendre qu'il y a une perte de rôle qui vient avec ça, puis que ça va revenir, mais de façon très lente et très, 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 très progressive. Donc, ensuite, on va aussi aller voir l'application des stratégies dans les activités de la vie quotidienne et les activités de la vie domestique. Fait que ça se fait aussi un petit peu au travers de tout, là, justement, avec l'horaire occupationnel dont je vous parlais, d'aller utiliser ça en combinaison avec les principes de gestion d'énergie pour vraiment les appliquer concrètement, que la personne comprenne comment on fait pour justement les appliquer dans son quotidien. Et finalement, j'en ai parlé aussi un petit peu, l'accompagnement dans l'acceptation et la gestion des symptômes et du contexte de diagnostic. Donc, comme on en parlait tantôt, c'est nouveau, c'est méconnu, l'entourage ne sait pas comment réagir nécessairement. Donc, d'offrir des outils pour que l'entourage comprenne bien, d'offrir des outils à la clientèle pour qu'ils sachent comment bien communiquer leurs besoins, comment bien communiquer qu'est-ce que la COVID longue, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de fatigue, qu'il y a des malaises post-effort et tout. Donc, de faire l'enseignement un petit peu à l'entourage et tout ça, et d'accompagner la personne là, à justement faire ce cheminement-là au niveau plus santé mentale, je dirais. Donc, si jamais vous avez des questions, on vous invite à nous écrire par courriel à nos deux responsables respectifs pour l'ergothérapie et la physiothérapie qui sont inscrites juste ici à l'écran. Donc, n'hésitez vraiment pas, on est là pour vous accompagner là-dedans, pour informer tout le monde, puis on souhaite simplement répondre du mieux qu'on le peut en fait aux besoins de notre clientèle. Donc, je vous remercie beaucoup.